La parole est maintenant au président Jean-Marc Gabouty pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire d'État chargé des retraites, on peut adhérer aux grands principes du projet de réforme des retraites, régime universel avec suppression des régimes spéciaux, système à points, équilibre financier. On peut aussi comprendre la nécessité de mesures destinées à assurer à court et moyen terme l'équilibre du régime actuel, avec ou sans mesure d'âge. On peut ici imaginer utiliser le fonds de réserve des retraites ou accélérer le rythme de la réforme Touraine sur la durée de cotisation. Et bien sûr, prévoir également le financement de la phase de transition. Mais en ce qui concerne la réforme systémique, qui prendra son plein effet en 2037, c'est-à-dire dans 17 ans, je m'interroge sur la compatibilité d'un âge d'équilibre prédéfini avec un système à points. Dans un tel système, on conserve une date à partir de laquelle on peut faire valoir ses droits à la retraite, 62 ans, et le montant de celle-ci est calculé en multipliant le nombre de points acquis tout au long de sa carrière avec d'éventuelles bonifications par la valeur du point. C'est une forme d'individualisation de la retraite. Mettre en place un système par points cotisés fait disparaître la notion de retraite à taux plein et relativise les critères d'âge et de durée de cotisation. Dans ce cadre, l'introduction d'un deuxième âge de référence avec un système de bonus-malus ne répond pas, me semble-t-il, aux objectifs de clarté, de simplicité et de justice et nuit à la compréhension de la réforme. Monsieur le ministre, peut-on, dans le texte de loi concernant la réforme systémique, envisager de conserver l'impératif d'équilibre financier et effacer la référence à un âge d'équilibre prédéterminé, incompatible à mon avis avec la philosophie d'un régime à points? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, permettez-moi avant de vous répondre, Monsieur le sénateur, de m'excuser auprès du sénateur Menonville, car je suis arrivé en retard pendant qu'il posait sa question et c'était évidemment incorrect. Je voudrais vous répondre à la question que vous posez sur le futur système universel de retraite que nous voulons construire. Un mot d'abord, qui permettra de faire écho à la question qui a été précédemment posée par Monsieur le rapporteur général. Nous sommes en train de discuter, et vous posez des questions, et c'est évidemment bien légitime, d'un projet de loi qui n'a pas encore été soumis au Conseil des ministres. Il est en préparation, il a été soumis, comme évidemment les règles constitutionnelles le veulent, au Conseil d'État et un certain nombre d'organismes qui sont conduits à formuler des avis sur ce projet, et il sera soumis au Conseil des ministres le 24 janvier prochain, dans les conditions qui sont prévues évidemment par les textes. Il sera ensuite transmis à l'Assemblée nationale, et nous pourrons engager, et je pense que vous comme moi, Monsieur le sénateur, en sommes impatients, nous pourrons engager la discussion précise sur l'ensemble des articles du texte. Je veux donc dire, n'allons pas plus vite que la musique, s'agissant de discussions pointues sur des articles d'un texte qui n'est pas encore soumis au Conseil des ministres. Premier point. Deuxième point, vous évoquez, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que, si je me souviens même, et je parle sous le contrôle notamment du Sénat, les réformes des retraites passées qui sont intervenues par la loi ont, je crois, toujours été approuvées au terme d'une procédure dite accélérée. Je le dis pour bien montrer qu'il n'y a rien là d'exceptionnel, mais que c'est en général la règle en la matière. Voilà. Deuxième point, Monsieur le sénateur. Vous m'interrogez sur la question de la conciliation dans un système par répartition et par points avec la notion d'âge d'équilibre. Car oui, en effet, dans le système futur, l'âge d'équilibre sera un des éléments de pilotage du système par les instances de gouvernance qui seront déterminées par la loi pour équilibrer le système. Et on comprend bien l'attachement, il est souvent indiqué, et j'en ai fait part pour ma part, l'attachement au principe de l'équilibre d'un système de retraite, et singulièrement d'un système de retraite par répartition. L'âge d'équilibre sera un de ces éléments. L'âge d'équilibre, c'est vrai, Monsieur le sénateur, ça n'est pas l'âge légal. C'est une autre notion. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel on peut légalement faire valoir ses droits à la retraite. L'âge d'équilibre, ce sera, au fond, l'âge de départ à taux plein. Nous ne supprimerons pas, comme s'y était d'ailleurs engagé le président de la République, la notion d'âge légal. Car nous pensons qu'il faut laisser la possibilité
à 62 ans, comme c'est le cas aujourd'hui s'agissant du régime général, aux Français de faire valoir leurs droits à la retraite. Pour certains d'entre eux, il est possible, il est loisible, et il peut même être opportun de faire valoir ses droits à la retraite à compter de 62 ans. Pourquoi, monsieur le sénateur, voudrait-on priver les Français de cette possibilité? Mais nous voulons créer l'âge d'équilibre de façon à inciter nos concitoyens à travailler, c'est vrai, plus longtemps, de façon, c'est vrai, à équilibrer le système de retraite par répartition. Ça n'est ni un gros mot, ni un scandale, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Mais nous voulons le faire, non pas, monsieur le sénateur, en utilisant l'arme, si j'ose dire, de l'âge légal, qui est aveugle pour tout le monde. Nous voulons le faire en créant une incitation qui prendra en compte la réalité des parcours professionnels, non pas l'appartenance à telle ou telle entreprise ou à tel ou tel statut, mais la réalité du parcours professionnel, de façon à ce que la pénibilité, le handicap, bien entendu, les carrières longues puissent être prises en compte dans la détermination de l'âge de taux plein. De toutes ces questions, et on voit bien qu'elles sont passionnantes et qu'elles sont sensibles, de toutes ces questions, nous aurons l'occasion de débattre à l'Assemblée nationale, d'abord, c'est vrai, puis ensuite au Sénat, avec l'ensemble des indications nécessaires. Et je crois, mesdames et messieurs les sénateurs, que le débat sera riche, je suis certain qu'il sera intense, et je pense qu'il permettra collectivement, et c'est bien à cela qu'un Parlement sert, à produire une loi qui sera bonne, qui sera juste et qui permettra à l'ensemble des Français, quel que soit leur métier, quel que soit leur statut, d'envisager la fin de leur activité professionnelle et la période à laquelle ils seront à la retraite avec sérénité. Je vous remercie. Monsieur le Président Gabouty. Oui, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de cette réponse. Je comprends bien vos explications, mais il y a quand même des effets qui peuvent paraître curieux. Et au nom de quoi, dans un système à points, un salarié qui prendrait sa retraite entre l'âge légal et l'âge d'équilibre serait-il pénalisé par un malus? Et je dis bien dans un système à points. Donc la question que je me pose. À chaque jour, un nouveau démenti, un nouveau miroir aux alouettes, une nouvelle proposition du gouvernement qui contredit la précédente. Devant une telle cacophonie qui démontre que vous naviguez à vue, nos concitoyens assistent avec consternation à ce barguignage incessant, sans obtenir de réponse fiable quant à cette fameuse réforme de retraite. On ne modifie pas l'un des piliers de notre contrat social sur un coin de table entre deux concertations. Âge pivot, âge d'équilibre, incitation à la capitalisation pour les hauts revenus et depuis hier une possible modification de l'âge légal par voie d'ordonnance, contrairement à vos engagements. Mais de qui se moque-t-on? Les Français ne sont pas seulement inquiets, monsieur le ministre. Les Français désapprouvent votre réforme et soutiennent majoritairement les grévistes, car ils ont compris que tout le monde y perdra. Même le seuil minimal de 1 000 € que vous vous targuez d'instaurer ne serait accessible que pour une carrière continue au SMIC. Le masque de la bonne gestion et de la justice peine à dissimuler les inégalités profondes que vous vous apprêtez à entériner dans un projet de loi bâclé. Personne n'est dupe. Vous rejouez en vérité la réforme de l'assurance chômage en mettant au pied du mur les syndicats. Après avoir sciemment organisé le définancement des régimes au travers d'exonérations de cotisations et du recul de l'emploi public, vous appelez à une conférence des financeurs orchestrée pour aboutir à un désaccord des partenaires sociaux et passer en force par ordonnance. Vous méprisez enfin le Parlement qui devra se prononcer en procédure accélérée sur une réforme tronquée de son financement. Il s'agit là d'un coup de force inédit pour le Parlement. Une majorité de Français vous le demande. Quand allez-vous, monsieur le ministre, faire preuve de discernement et retirer votre texte au profit d'un véritable dialogue social, le temps de présenter une réforme honnête et juste aux Français et à leurs représentants? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, j'entends la tonalité et le sens général de votre question. Elles me paraissent assez critiques sur le projet de réforme. Et je peux l'entendre et je peux le comprendre, après tout, ça n'a rien de scandaleux. Ce qui me semble plus contestable, et pardon de le dire, mais je le dis avec beaucoup de respect, c'est les facilités de langage ou les inexactitudes qui sont contenues dans votre question. Vous dites, Madame la sénatrice, la conférence de financement que j'exige ou que je convoque. Mais en acceptant l'idée de cette conférence de financement, j'ai répondu favorablement à une demande qui était formulée par des organisations syndicales, que vous connaissez sans doute d'ailleurs, et avec lesquelles, j'en suis certain, vous parlez régulièrement.
Nous avons dit qu'en effet c'était une bonne idée de discuter avec les organisations syndicales. Un grand nombre d'entre elles ont d'ailleurs accepté de participer. Plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés, les organisations patronales, de façon à en effet regarder, étudier, formuler des propositions qui permettent de revenir à l'équilibre en 2027. C'est la mission qui a été confiée à cette conférence de financement. Elle commencera à fonctionner à la fin du mois de janvier et elle a pour mission, pour objet, de nous proposer des mesures, lesquelles, si elles sont bonnes, si elles permettent de revenir à l'équilibre, quand je dis si elles sont bonnes, si elles permettent de revenir à l'équilibre, et si elles respectent deux bornes que nous avons fixées et qui ont été admises par les organisations syndicales elles-mêmes, de non-diminution des pensions et de non-augmentation du coût du travail, alors nous les prendrions à notre compte et nous les proposerions au Parlement pour adoption. Voilà l'engagement qui a été pris, et il n'a pas été pris par le gouvernement, il a été pris par le gouvernement, les organisations syndicales et les organisations patronales. Vous vous faites, Madame la sénatrice, le défenseur, et vous avez bien raison, du dialogue social. Voilà un exemple concret, pratique, borné dans le temps et borné dans l'objet, sur ce dialogue social. Alors c'est vrai, Madame la sénatrice, c'est vrai qu'un certain nombre d'organisations syndicales ne veulent pas participer à cette conférence. Non, pardon, plus exactement. C'est vrai qu'un certain nombre d'organisations syndicales vont participer à cette conférence, mais sont opposées par principe soit à un système universel, soit à un système par points. Elles ont parfaitement le droit de l'être, mais nous nous sommes engagés à créer un système universel par répartition et par points, et de cet objectif, nous n'allons pas nous départir et nous allons l'atteindre. C'est ce que je voulais vous dire. Deuxième inexactitude dans la question que vous avez formulée, s'agissant de l'habilitation qui permettra au gouvernement de tirer les conséquences des propositions qui seront formulées par la conférence de financement. Vous avez évoqué la mention et la question de l'âge légal. Vous savez très bien, je suis certain que vous savez très bien, que la façon dont doivent être rédigées les habilitations pour être conforme à la Constitution, et le président du Sénat s'en fait souvent l'écho, régulièrement l'écho, doit être désormais, car c'est la jurisprudence, beaucoup plus précis que ça n'était le cas il y a quelques années. Autrement dit, si nous voulons pouvoir utiliser les mesures qui seront proposées par la conférence de financement, il faut que dans l'habilitation, l'ensemble de ces mesures soient mentionnées de façon à ce qu'il puisse, le cas échéant, être utilisé tel ou tel instrument. Nous devons, pour que l'habilitation puisse produire ses effets, laisser aux partenaires sociaux la totalité des instruments disponibles. Et c'est à eux qu'il reviendra de nous dire lequel ou lesquels elles veulent utiliser. Autrement dit, Madame la sénatrice, en ayant une rédaction de l'article d'habilitation la plus large, nous ne fermons pas le débat. Nous l'ouvrons. Et je suis surpris que vous ne le compreniez pas. Car c'est une demande des organisations syndicales d'avoir le maximum de disponibilité pour permettre la formulation des mesures qui nous permettront de revenir à l'équilibre en 2027, ce qui est un objectif, convenons-en, tout à fait respectable. Mes chers collègues, vous avez quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Sur le fond, vous savez bien que nous sommes en profond désaccord. Sur la forme, vous nous disiez tout à l'heure, n'allez pas plus vite que la musique. OK, mais alors par rapport à la partition et à son timing, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça fait quand même un certain temps que vous penchez sur une réforme où on demande un préalable à tout examen de texte, une étude d'impact, des financements, et c'est simplement maintenant que vous allez commencer à étudier tout cela alors que la réforme est déjà en cours. Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, quels sont les éléments dont va pouvoir bénéficier le Sénat notamment pour pouvoir prendre ses décisions en pleine sérénité, répondre aux questions des Français, à savoir à quel âge vont-ils partir et avec quel montant de retraite, et puis répondre aux questions que se pose chaque sénateur. Quel va être le coût de cette réforme? Vous nous demandez, Monsieur le Premier ministre, 23 habilitations à légiférer par ordonnance. Quelles sont les garanties que vous allez offrir au Parlement? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des retraites, Laurent Pietraszewski. Merci, Monsieur le Président. Et vous seul? Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur spécial René-Paul Savary.
Je sais votre engagement sur ce dossier des retraites et le fait que le Sénat ait décidé ici, il y a plus de 2 ans, d'avoir un rapporteur spécial sur le sujet montre l'engagement et l'intérêt que porte au système de retraite le Sénat. Je pense qu'il y a un premier point qui est un premier point d'information. C'est vrai que nous bousculons, vous avez raison, nous bousculons peut-être un certain nombre de situations, d'éléments qui paraissent acquis. Nous nous sommes engagés pour ce qui est de cette grande transformation de notre système de retraite, à créer un système qui soit universel. Parlons simplement qu'il y a une caisse commune pour nous tous, que cette caisse commune, ça soit l'occasion d'exercer une solidarité qui ne soit plus basée sur un aspect professionnel ou statutaire, mais qui puisse permettre à tous les Français d'exercer leur solidarité entre eux. Donc effectivement, cette dimension peut interpeller notamment tous ceux qui avaient un certain nombre de caisses spécifiques ou autonomes. Cela, nous le faisons avec une volonté de créer un système plus solide, car sur le fond, la réflexion qui a été menée au Sénat, c'était l'idée de maintenir notre système par répartition et de maintenir un système qui soit solide et durable. Pour ce faire, vous le savez, le gouvernement a souhaité rappeler que l'équilibre du dispositif, c'est sa garantie dans le temps, c'est sa pérennité et c'est la sécurité pour tous les Français de garder ce dispositif. Pour répondre précisément à votre question, les études d'impact que vous attendez, car je sais que vous attendez cette étude d'impact, dès le passage au Conseil des ministres, nous aurons bien sûr l'étude d'impact et vous savez qu'elle vous sera largement communiquée et nous pourrons également en débattre. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, René-Paul Savary. Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions qui ne m'ont pas forcément rassuré. Monsieur le ministre, c'est simple. On fait une réforme soit avec les Français, soit contre les Français. Avec les parlementaires, soit contre les parlementaires. Et pour reprendre un terme syndical, il y a une ligne rouge. Si nous n'avons pas tous les éléments, ce n'est pas avec la même sérénité que l'on pourra prendre des décisions. Et commence à s'amorcer un certain nombre de décisions. Votre article 9, qui est un article généreux, puisque l'indexation des points va se faire maintenant sur le salaire moyen, ce qui est tout à fait intéressant. Mais comment finance-t-on? Par l'article 10. Que dit l'article 10? C'est l'âge d'équilibre qui va équilibrer le système. Donc il faudra bien dire la vérité aux Français qu'il faudra travailler plus pour avoir la même générosité. Et à contrario, monsieur le ministre, à contrario, eh bien, ma foi, si on ne prend pas des mesures d'âge, ça veut dire que le niveau de pension baisse. Donc, véritablement, il y a encore du chemin à faire. N'hésitez pas à prendre les mesures nécessaires pour respecter le Parlement et notamment le Sénat. Merci. Si le conflit sur la réforme des retraites a éclipsé un temps les problèmes de l'hôpital public, la fièvre n'en a fait que monter depuis le mois de mars dans les services d'urgence. Pour prendre un exemple, dans mon département de Haute-Garonne, l'impensable s'est produit avec la fermeture durant quelques jours en novembre dernier du service des urgences de l'hôpital de la sous-préfecture de Saint-Gaudens, faute de personnel suffisant. Aujourd'hui, la colère s'étend jusqu'à gagner tous les services hospitaliers. Le 20 novembre dernier, le gouvernement a présenté son plan d'urgence articulé autour de 3 axes. Restaurer l'activité de l'hôpital, déverrouiller son fonctionnement et dégager des moyens supplémentaires. Le succès escompté de l'annonce et du calendrier de ces mesures n'est pourtant pas au rendez-vous. C'est trop peu, trop partiel, trop étalé dans le temps. Voilà la ligne de plusieurs centaines de chefs de services hospitaliers qui ont décidé de démissionner administrativement pour dénoncer les conditions de travail détériorées, le manque de plus en plus flagrant de moyens et les problèmes de relations et de compréhension avec l'administration. Madame la ministre, nous ne pouvons pas bien sûr vous faire porter le chapeau et vous rendre totalement responsable de cette situation. La lente détérioration des conditions d'exercice au sein des établissements hospitaliers publics a commencé avec les 35 heures il y a donc bien longtemps. Comment pensez-vous pouvoir enrayer cette épidémie et rétablir un lien de confiance entre le personnel hospitalier, l'administration et les autorités sanitaires? Cette question me semble essentielle pour ne pas accentuer une crise des vocations déjà bien présente. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre Christelle Dubos, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, nous connaissons comme vous les attentes des professionnels de santé. Le constat qu'ils font, nous l'avons partagé et nous continuons à le partager. Et c'est pour cela que nous prenons les mesures qu'il faut pour renforcer le soutien aux hôpitaux.
Des tarifs garantis en hausse après une décennie de baisse et 10 milliards d'euros de reprise de dette sur les 3 années à venir. Des primes pour mieux reconnaître les soignants et rendre les métiers plus attractifs dans le secteur hospitalier à l'hôpital est versé dès ce mois de janvier. Un réinvestissement massif dans les équipements du quotidien. 150 millions d'euros de crédits seront disponibles dans les hôpitaux, là aussi, dès ce mois de janvier. Et enfin, une plus grande place des soignants dans la prise de décision dans chaque hôpital. Ces mesures sont significatives. Elles sont une vraie inflexion sur les moyens après 10 années de restrictions. Ce sont 1,5 milliard d'euros de crédits supplémentaires sur 3 ans, auxquels s'ajoute 1 milliard d'euros de marge de manœuvre supplémentaire par an grâce à la reprise de la dette. Nous sommes, au-delà des ordres de grandeur sollicités par le collectif, à l'origine de la pétition. Ces moyens supplémentaires permettront aussi de reconnaître certaines contraintes particulières par des primes, de créer des lits supplémentaires et nécessaires, de moderniser les conditions de travail. Ces mesures vont changer les choses concrètement dans le quotidien des soignants et des patients. L'impatience qui s'exprime est légitime et nous sommes engagés pour que ces mesures se traduisent rapidement et très rapidement. Dans le même temps, je l'ai dit, le débat doit être partagé et être continué. C'est à ce titre que la ministre recevra d'ici la fin de semaine une délégation d'une partie des signataires. Je vous remercie. Monsieur Medviel. Madame la ministre, j'entends les réponses. Bon, il y a urgence, on espère voir des effets rapides, mais quand l'hôpital tousse, c'est tout notre système de santé qui vacille. Au-delà des moyens financiers, les pratiques médicales n'obéissent pas toujours aux logiques comptables, aux logiques administratives. Je pense qu'il faut retrouver un point d'équilibre, pas arriver aux situations comme dans certaines cliniques, et redonner un poids prépondérant au CME par rapport à un pouvoir administratif, ce qui me paraît tout à fait indispensable. Nos Français, nos citoyens méritent une égalité de traitement par rapport à une offre de soins de qualité et de proximité, donc agissons vite. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Il était à l'isolement depuis 6 mois. On n'a rien pu faire avec lui. Là-haut, nous sommes inquiets de le laisser sortir. Voilà les propos tenus par un surveillant pénitentiaire au sujet de Flavien Moreau, premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, libéré ce lundi. Il a été condamné en 2014 à 7 ans d'emprisonnement pour terrorisme. Il a été libéré un peu moins d'1 an avant la date prévue, malgré une détention parsemée d'incidents. Sa sortie de prison s'accompagne d'une double mesure de surveillance judiciaire d'une durée de 11 mois et 18 jours et administrative. Ce n'est pas un cas isolé puisqu'une quarantaine de djihadistes français ont retrouvé la liberté depuis 2018 et plusieurs dizaines d'autres devraient être relâchés en 2020. La solution d'un tribunal international ou du maintien des djihadistes français en détention à l'étranger pose question. En effet, le contexte géopolitique de la région et le délitement de certains États ne permettent plus de garantir que les terroristes y soient jugés et maintenus en détention. Faute de solution, le rapatriement de djihadistes français apparaît de plus en plus comme une hypothèse envisageable, comme vous l'avez récemment rappelé d'ailleurs. La question du rapatriement des terroristes français et de leur libération soulève le problème de la récidive. Comment s'assurer de l'absence de dangerosité de ces individus une fois libérés? Madame la garde des Sceaux, la lutte contre la radicalisation est un combat de longue haleine. Face à de tels criminels, notre arsenal juridique est insuffisant. Comment comptez-vous y remédier afin d'assurer la sécurité des Français? Pour vous répondre, la parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Belloubet, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, pardon, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Menonville, la lutte contre la radicalisation et le terrorisme islamiste, c'est évidemment une des préoccupations majeures du ministère de la Justice. Je considère que nous disposons des outils juridiques qui nous permettent d'y faire face efficacement. Quelques mots d'abord pour vous dire que pour les combattants qui reviennent des zones de combat précisément, les djihadistes sont systématiquement judiciarisés, de manière systématique à leur retour sur le sol national. Et ils le sont
par le nouveau parquet national antiterroriste que nous avons créé il y a quelques mois. Ça se traduit très concrètement par l'engagement de poursuite du chef d'association de malfaiteurs terroristes, qui conduit à des peines d'emprisonnement qui, lorsqu'il s'agit des peines de nature criminelle, peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison, ce qui est évidemment important. À ce jour, 224 revenants ont fait l'objet de poursuites et sont pour les 3/4 d'entre eux, au moment où je vous parle, aujourd'hui en détention dans des établissements pénitentiaires et des établissements qui sont adaptés à la poursuite et à la prise en charge de leur profil. Ils sont soit à l'isolement, soit dans des quartiers spécifiques de prise en charge de la radicalisation. À leur sortie, ils font l'objet d'un suivi par un juge spécialisé. Et notamment, ils sont soumis à des obligations extrêmement strictes de contrôle. Ils peuvent également être pris en charge par l'un de nos centres de jour que nous avons créés dans différentes villes de France. La loi SILT prévoit également pour ces personnes-là des mesures administratives de suivi et de renseignement. Donc ils font l'objet d'un double suivi, à la fois judiciaire et administratif à leur sortie de détention. Et notamment, ils ont de ce fait-là des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, avec notamment l'obligation de pointage, l'interdiction de quitter la commune et évidemment des obligations de domiciliation fixe. Dans le cas que vous citez, Monsieur Flavien Moreau, il est soumis à cette double obligation judiciaire et administrative. Je voudrais vous assurer, Monsieur le Sénateur, que nous sommes absolument vigilants en termes de judiciarisation et de prise en charge de ces personnes qui reviennent des terrains de combat. Merci. Pouvez-vous nous dire si vous pensez, au-delà de la déontologie nécessaire à faire respecter, que votre nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, qui avait sonné comme un permis de se lâcher, a une responsabilité dans cette situation où la liberté de manifester est endommagée? Que comptez-vous faire pour que les enquêtes de l'IGPN sur les centaines de cas dont elle a été saisie ne soient plus enterrées et que des sanctions exemplaires soient prononcées en cas de manquement? Allez-vous continuer seul en Europe à mettre des LBD et des grenades Glyph F4 qui contiennent du TNT entre les mains de ceux qui ont en face d'eux des manifestants très largement pacifiques et non pas des soldats ennemis ou des terroristes? Je ne redirai pas ce qui a été dit par le Président de la République, par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur sur la nécessaire exemplarité des policiers. Je voudrais simplement rappeler le contexte parce que manifestement vous le perdez de vue. Vous ne pouvez pas ignorer, Monsieur le Sénateur, puisque ça a commencé sous le quinquennat précédent, que nous avons affaire à des manifestations qui deviennent de plus en plus violentes. Souvenez-vous des manifestations contre la loi El Khomri. Nous avons vécu avec les Gilets jaunes et nous vivons actuellement avec la manifestation contre le projet retraite, en raison de l'engagement de certaines mouvances ultra, des actions extrêmement violentes qui visent à s'en prendre aux institutions, à nos policiers, de manière extrêmement violente, dégradation de mobilier urbain, dégradation de commerce. Dans ces conditions, que voulez-vous que fassent d'autres policiers et gendarmes, si ce n'est d'intervenir selon une doctrine que nous avons revue avec Christophe Castaner et que nous assumons totalement. Et sachez qu'en Europe, certaines polices envient la façon dont nous gérons l'ordre public. Et pour ce faire, je veux simplement rendre hommage à nouveau à l'ensemble de nos policiers et nos gendarmes qui sont sur la voie publique. Et je vous remercie, Monsieur le Sénateur, d'avoir bien voulu rendre hommage à Monsieur Franck Labois qui a été tué le week-end dernier et qui nous rappelle la dangerosité de la mission et du métier de policier et de gendarme. Monsieur Assouline, quelques secondes. Monsieur le Président. Vous savez que la grande majorité des manifestants dont je parle sont pacifiques, les syndicalistes. Je vois que la droite le conteste. Et bien entendu, je condamne avec force les casseurs. Et je pense que rendre hommage aux policiers, c'est condamner les dérives qui ont eu lieu.